Bonjour à toutes et bienvenue sur This is Our Maternity, le rendez-vous qui décomplexe votre maternité. Alors aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait reprendre la même thématique que la semaine dernière, enfin en tout cas il y a 15 jours, sur la maternité solo et comment est-ce qu'on arrive à concilier sa vie de maman et concilier sa vie amoureuse. On avait beaucoup parlé de l'impact de la séparation sur la maternité, les résurgences que ça avait pu avoir, que l'on soit une femme ou qu'on soit un homme, ce n'était pas forcément exactement les mêmes choses. On avait eu un témoignage assez fort lors de cette émission et on s'est dit que, au vu des questions qui sont arrivées derrière, de l'engouement que ça suscitait, qu'on aimerait aussi faire un second volet pour vraiment parler aussi voilà, de comment est-ce qu'on organise sa vie, comment est-ce qu'on peut retrouver ou pas l'amour, qu'est-ce qu'on choisit là-dedans. Donc, c'est le sujet de ce soir. Donc, je laisse la main maintenant à Annie pour pouvoir continuer sur sa lancée. Bonsoir tout le monde et merci à toutes les personnes présentes pour nous écouter. Alors ce thème fait beaucoup réagir parce qu'il est plus que jamais d'actualité. C'est vrai que lorsqu'on est maman solo, il faut aussi à un moment donné penser à soi. Mais penser à soi, c'est aussi penser à son enfant ou à ses enfants. Alors comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Il faut savoir qu'en 2023, les statistiques ont montré que les femmes remettaient en couple plus vite qu'avant. Il y a encore 10 ans, la moyenne était de 5 ans. Elle est passée maintenant à 1 an et demi. Alors, l'explication qui est généralement fournie, c'est que les femmes maintenant prennent plus la décision de partir, alors qu'il y a encore 10, 15, 20 ans, c'était les hommes qui quittaient les femmes. Donc forcément, une fois que ce sont elles qui ont pris la décision, elles vont, entre guillemets, plus facilement de l'avant, parce qu'elles sont déjà préparées à la suite. Personnellement, je pense qu'il y a une part de vérité, mais il ne faut pas oublier que le cas de séparation pour violence a aussi augmenté. Donc, cela, à mon sens, n'explique qu'une partie des choses. Maintenant, il faut aussi être consciente que lorsque l'on devient maman, il y a des statistiques qui sont sorties il n'y a pas longtemps qui ont montré, et ça c'est vraiment très inquiétant, que la plupart des hommes estiment à 85% qu'une maman célibataire est une proie plus facile. Donc, il y a vraiment des choses qui sont totalement à revoir parce que énormément de femmes que je reçois, par exemple, en consultation, me disent que lorsqu'elles se remettent en couple, généralement, elles sont trompées. C'est des gens qui jouent avec leurs sentiments, avec leurs émotions, qui se rendent compte, qui pensent que parce qu'elles sont mères célibataires, elles sont forcément plus fragiles et donc des proies plus faciles à aborder. Heureusement, plus le temps passe, plus les femmes sont conscientes de certaines choses, plus elles ont d'estime pour elles-mêmes, de confiance pour elles, et la tendance est en train de s'inverser. Parce que depuis 2023, il y a eu une grosse prise de conscience d'un côté comme de l'autre, et ça s'est à peu près stabilisé. Mais pour autant, c'est très difficile pour les femmes de refaire confiance après une séparation. Donc, se remettre en couple, pour la plupart des femmes, ne veut pas dire qu'elles veulent fonder un nouveau foyer. Pas du tout. Elles prennent beaucoup plus de temps qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Parce qu'elles n'ont pas envie de revivre la même chose que leur mère ou que leur grand-mère. Elles ont vraiment envie de prendre le temps. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire lorsque vous entendez déjà ces statistiques, mais également tout ce qui se passe aujourd'hui? Me permet de prendre la parole du coup. Euh, Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de mamans qui, comme tu disais tout à l'heure, hein, qui n'osent pas partir de cette relation dans laquelle elles se retrouvent plus, euh, en disant qu'elles restent pour leurs enfants. Euh, et souvent, moi, quand j'entends ça, alors là, on parle des mamans, mais il y a aussi des papas dans cette situation. Euh, et souvent, c'est ce que je leur dis, c'est que en fait, les enfants, ils ont juste besoin de parents qui soient heureux et qu'en fait, toute la souffrance qu'elles ressentent dans cette relation, les enfants, ils le ressentent et que voilà, justement, si elles veulent, si elles pensent à leurs enfants en priorité, en fait, qu'elles se séparent pour le bien de leurs enfants, mais aussi du coup pour leur bien à elles, quoi.
Je reprends la main aussi sur ce que tu disais, notamment sur le fait que ça a changé, que les fanants peut-être osent plus aller jusqu'à la séparation. Euh, c'est automatiquement un film qu'on pouvait voir. Moi, c'est des choses qui m'intéressent énormément, hein. Comment est-ce que la pop culture, ce genre de choses, quel impact ça peut avoir sur la manière de nous émanciper d'une certaine manière? Et ça m'a fait penser tout de suite au film About a Boy avec Hugh Grant. Je sais pas si vous voyez, où c'est un célibataire endurci, voilà, qui est si milliardaire et compagnie parce que son père a écrit une chanson de Noël qui est ultra connue et compagnie, et du coup qui n'a pas forcément de sens dans sa et il trouve qu'il va venir en fait créer ce sens. Et au départ, voulant trouver du sens, et voulant peut-être avoir des aventures et compagnie, il se rend compte que petit à petit, c'est quand même compliqué et il tombe sur une maman célibataire et il se dit, voilà, j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé le fil. Parce que là, à la fin, la mère, elle arrive et elle lui dit, bah, en fait, j'ai envie de mettre fin à notre relation, ça ne me va pas, c'est pas toi, c'est moi et compagnie. Il a presque rien eu besoin de dire. Ah, pardon, ça coupe régulièrement. Euh, donc, je disais que, je sais pas si ça continue. Ça continue ou pas? Dites-moi, hein. Non, ça coupe? Ça coupe un petit peu. En fait, c'est par moment. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que C'est... c'est plus le réseau que les écouteurs. J'ai l'impression. Ouais, Donc, ça, bon, tant oui, pis. c'est malheureux. C'est malheureux, je suis désolée. Donc, ce que je disais dans About a Boy, on voit justement cet homme qui est un peu le prédateur des mamans solo et qui va se faire piéger quand même à son tour. Mais ce qu'on découvre quand même, c'est que oui, il y a cette idée que les mamans solo sont des proies faciles pour les célibataires endurcis, que du coup, ils peuvent en faire en gros leur petit déjeuner, leur repas, leur dessert, et que elles sont dans une forme de vulnérabilité. Bon, alors je ne vous spoile pas, je ne vous raconte pas tout le film, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller le voir pour observer un peu les attitudes et le changement d'état d'esprit de cet homme vis-à-vis des mamans célibataires et comment est-ce qu'il arrive à retrouver du sens. Là où je parle de ce film, c'est parce que avec, je pense, les mouvements MeToo, la résurgence aussi de l'engagement qu'on a pu apporter aux femmes durant les différentes années, les réseaux sociaux, l'impact en fait de tous ces mouvements-là ont pu aider et accompagner les mamans quand même à essayer d'en parler davantage, à exposer davantage leur situation et à se regrouper. Et je pense que le tout, c'était de pouvoir se mettre en groupe, d'être vraiment ensemble pour pouvoir se dire, OK, je prends mon courage et j'y vais, je me sépare pour de vrai. Je prends acte de ça. Et je pense qu'effectivement, ne pas vouloir faire comme nos mères ou nos grands-mères, ça a quand même du bon et qu'il y a ça, il y a cette confiance et il y a cette estime qui revient. Mais je pense qu'il n'est pas à négliger l'impact que les séries, les films, certaines lectures, certaines manières de penser, en fait, ont pu avoir comme incidence sur notre manière de penser à la fois notre féminité, notre maternité et notre manière d'être avec les enfants. Parce que c'est quand même assez préhistorique, moyenâgeux, on va dire, de considérer que on fait ça pour les enfants. Cette forme de culpabilité-là, elle vient du fait que on a toujours cru que pour un foyer, il fallait forcément avoir les deux protagonistes, le père, la mère et compagnie, et que pour les enfants, c'était le mieux. Encore une fois, on pense au bien des enfants, mais peut-être que dans certaines situations, l'impact du fait de rester est beaucoup plus délétère pour les enfants. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Je suis désolée pour les coupures, vraiment beaucoup. Merci. Merci pour votre attention. Annie, je t'en prie. Alors aussi, ce qui fait que les mentalités évoluent progressivement, c'est qu'à l'époque, les femmes étaient considérées comme uniquement des bonnes à marier et à être maman. Donc forcément, si la place est vacante au niveau au niveau donc d'un potentiel mariage, et bien tout de suite, ah bah tiens, celle-là, c'est une proie facile. Maintenant qu'on voit que les femmes sont de plus en plus indépendantes, qu'elles n'hésitent
enfin, du moins beaucoup moins à se séparer, eh bien, il y a une tendance qui est en train de changer. Maintenant, concernant les enfants, il faut aussi être conscient qu'une mère célibataire va avoir tendance à vouloir plus protéger ses enfants. Parce que bah, forcément, c'est triste à dire, hein, mais on le voit de plus en plus à la télé, on a peur des agressions sexuelles, on a peur de pas mal de choses, on a peur de la culpabilité qu'on va vivre après, des traumatismes potentiels pour les enfants. Il y a énormément de choses qui font peur aux femmes. Et c'est pour cela que maintenant, elles sont de plus en plus méfiantes. Elles se remettent en couple, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément vivre avec la personne. Donc, il y a une sorte de, à mon sens du moins, hein, d'assainissement dans les relations. Parce que clairement, les femmes veulent rester maîtresses de leur vie. Elles ne veulent pas que cela change. Elles ont déjà vécu pour la plupart des relations qui ont été traumatisantes. Elles veulent faire mieux. Et si la relation qu'elles vont débuter ne correspond pas à mieux, à ce moment-là, elles ne s'engagent pas plus. Elles décident vraiment de privilégier leur bien-être et le bien-être des enfants. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, c'était l'image qu'on allait refléter. Donc, il y a clairement une évolution. Il n'y a pas que du positif, bien sûr, mais je pense que rien que de voir l'aspect de l'évolution des femmes et de l'évolution des enfants aussi, parce que les enfants de mères célibataires se portent mieux en 2000, enfin, dans les années 2000 que ceux qui ont été élevés avec leur maman dans les années 80-90. Il y a moins la notion de rejet, la notion de moquerie, la notion de mépris. Tout cela, ils le vivent de moins en moins. Alors, vous avez beaucoup de personnes des anciennes générations qui disent oui, mais maintenant on se sépare pour rien. Déjà, personne ne se sépare pour rien. Ça n'existe pas. Personne ne se sépare pour rien. Et surtout, maintenant, on ne se remet pas en couple pour rien. Ça aussi, enfin, du moins en moins, de moins en moins, du moins. Donc ça aussi, c'est quelque chose de positif. Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure réflexion aussi là-dessus, justement de conscientiser le couple et de se dire, je ne me mets pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a aussi ce truc-là de peut-être s'être hâté au départ, d'être parti dans le passionnel, plutôt aussi que dans la construction du couple. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Qu'est-ce qu'on avait envie de faire en fait? Quel était le contrat de départ? Quel est l'engagement qu'on a envie d'avoir avec l'autre? Et aussi véritablement voir l'autre tel qu'il est. Parce que moi, dans les femmes que je suis, il y a une forme aussi d'aveuglement au départ. Donc, il y a aussi ça qui a changé. Et je pense qu'on est vraiment dans un moment de bascule aussi. Femme, dans le sens où, oui, elle décide véritablement. Donc, je pense que c'est vraiment très, très important. Et donc, merci beaucoup, Annie, pour ça. Élodie, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ça me reviendra. Moi, si je dis pas tout de suite, après j'oublie, hein. Bien, écoute, on va te laisser ton moment Dory. Et, et n'hésite pas à revenir juste après. Pour celles qui sont en train d'écouter l'émission, n'hésitez pas à intervenir aussi si ça vous fait penser à quelque chose aussi. Votre voix compte et est importante, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que on pourrait ajouter encore autre chose à ce niveau-là? Enfin, moi, j'avais envie de penser aussi aux sites de rencontres, peut-être qui facilitent les choses pour que les femmes puissent aussi prendre de manière plus consciente leur position et leur place de je décide que. Tu vois, ça me fait aussi penser à ça. Alors attends, avant que tu me répondes, Annie, on va laisser Elodie parler parce que on a déjà vu ça une fois. Elodie, on va pas le faire deux fois, hein. Ça y est, ça m'est revenu. Ouais, je voulais dire que alors, les femmes, elles osent maintenant et je trouve ça vraiment super. Mais je trouve qu'il y a encore la société qui est là à continuer à infantiliser les mères. Et je pensais aussi au, au devoir de visite du père qui sont en train de mettre en place là. Comme si en fait ben, il faut toujours qu'ils interviennent dans les familles et à mettre leur petit grain de sel.
Alors qu'en soi, j'ai envie de dire, si le père il est pas présent, ben peut-être que potentiellement c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il vaut mieux un père absent et dont l'enfant trouve l'équilibre sans le papa ou un père qu'on force à être présent et en fait il est là sans vraiment être là, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage que la société, elle continue à vouloir inculquer, comme tu disais, le fait que bah, une famille, c'est un papa, une maman et les enfants, alors que ben, parfois, il vaut peut-être mieux qu'il y ait un parent absent, quoi. C'est vrai, ça, cette volonté de forcer comme ça le lien, alors que le lien d'attachement, c'est pas quelque chose qu'on force en fait. Il y a vraiment, oui, presque une violation de l'intimité en fait là-dedans du couple, parce qu'on ne connaît pas les raisons de séparation et donc on exige, on dit que voilà, il va y avoir. Et en plus, ça existe déjà dans la loi en fait, hein, parce que j'ai vu passer ces choses-là, mais en fait c'est quelque chose qui existe déjà dans la loi, le fait que voilà le père ait un droit de visite, voilà, puisse être présent pour ses enfants et compagnie. Seulement ceux qui n'ont pas envie de l'appliquer, ils ne l'appliqueront pas. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient mieux l'appliquer après, de toute façon, parce que s'ils n'ont pas envie de s'engager, ben, ils ne s'engagent pas, tout simplement. Donc après, on va faire quoi? On va les forcer, on ne peut pas enchaîner un être humain. Enfin voilà, il y a des limites aussi qui s'appellent la liberté, d'être ou pas un père présent. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu touchy, mais ça n'empêche que voilà, c'est une décision. Et est-ce que vraiment c'est aussi, j'allais dire, intelligent de forcer un lien? Je me demande quel est l'impact pour les enfants en sachant que voilà, ils vont avoir un père qui peut-être n'aura pas envie d'être là. Et donc du coup, qui va peut-être être dans le matériel purement acheté pour que du coup, voilà, ça soit fait. J'ai fait mon devoir en fait, mais je n'ai pas créé du lien. Le créer du lien, ce n'est pas un devoir. C'est quelque chose qui naît, on va dire, naturellement. Ce n'est pas de l'ordre de la responsabilité morale ou alors légale. C'est simplement un lien qui se crée entre un être et un autre. Il se trouve que là, du coup, si le lien a été dévoyé parce que déjà dans le couple, ça a été compliqué pour cause de violences conjugales ou alors autre, je veux dire, relations toxiques au paroxysme, c'est pas possible. On peut pas laisser ce genre de choses se faire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui osent porter leur voix. Je pense aussi aux 500 mamans. Je leur fais aussi voilà cette dédicace ce soir parce que voilà c'est des femmes aussi que je soutiens dans leur engagement aussi qui disent hein, que par exemple leur ex-conjoint, voilà, ça donne à la pédophilie et du coup, ben voilà, elles ont envie de protéger leurs enfants. Elles ne sont pas forcément entendues. Là encore une fois, on rentre dans quelque chose qui est dramatique à la fois pour les enfants, principalement parce que c'est eux qui sont en première ligne, et aussi pour les mamans qui ne peuvent pas donc protéger leurs enfants comme ça devrait être, puisqu'elles sont directement aussi dans ce lien d'attachement et que l'autre parent est défaillant. Donc voilà, je vois que ça réagit, il y a beaucoup de mains levées. Je vais laisser Annie et puis peut-être ensuite Marca parler. Je vous laisserai enchaîner, hein, mesdames. Alors, pour revenir sur ce point où on dit une famille, c'est un papa, une maman, les enfants, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le papa, il était présent, mais physiquement, pas dans toutes les familles, bien heureusement, mais il allait au travail, il rentrait, il mangeait avec la famille et ensuite, le lien s'arrêtait là. Donc, il faut faire attention. Quand on nous sort ces versions-là, il ne faut pas oublier que la plupart des mamans, même si elles étaient mariées, elles étaient déjà mamans solo, hein, quelque part. Elles géraient tout. Il y a énormément de familles, quand tu entends les personnes raconter leur enfance, qui te disent clairement que le papa, il payait le loyer, il les emmenait en voiture s'il le fallait, mais lui, il ne s'impliquait pas dans l'éducation ou dans la vie de famille. Donc, c'est vraiment un argument qui n'a aucun sens. Ça, c'est vraiment une chose très importante à retenir. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce qui permet aux femmes aujourd'hui d'être plus libres dans leur envie d'être en couple ou pas, c'est le fait qu'elles sont indépendantes financièrement. Parce qu'à l'époque, quand on quittait un homme, si, c'est triste à dire, mais si on n'en retrouvait pas un autre après, eh bien, financièrement, on ne s'en sortait absolument pas. C'est pourquoi il est très important de réaliser que les droits sociaux, c'est pas que pour, contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est pas que pour les gens qui ne travaillent pas, c'est pas que pour les gens qui ne font rien,
c'est aussi pour les mamans qui ont envie de recommencer à vivre avec leurs enfants. Ça n'existait pas avant. Et énormément de femmes aujourd'hui en gardent des séquelles. Énormément de petites filles sont devenues des femmes qui ont vu leur mère souffrir et qui ne veulent pas reproduire les mêmes schémas. Donc, il y a plein d'aspects sociaux à prendre en compte avant d'émettre un quelconque jugement, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'une maman devient maman solo. C'est très important. Ni un papa solo. Il y a des papas solo aussi qui sont dans des situations assez complexes. On parle de la maternité ce soir, mais il faut vraiment contextualiser les choses. Je ne pense pas que quelqu'un se soit réveillé déjà un matin en se disant: ah bah tiens, moi j'ai bien envie de rencontrer quelqu'un, faire des enfants et me séparer. Non, personnellement, je ne connais personne qui en ait pris la décision avant même, hein, personnellement. Donc oui, en effet, comme disait Elodie, c'est vrai que la société a un regard encore assez négatif sur le fait d'être maman solo. Et on le voit avec les incels qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Alors les incels, c'est ces groupements d'hommes qui estiment que la féminité met en danger leur masculinité. Et ils évoquent le fait que les femmes quittent de plus en plus et ainsi de suite, sans se remettre en question et se demander s'il n'y a pas un travail à faire aussi de l'autre côté, bien entendu. Donc, tous ces phénomènes-là sont faits pour pousser les femmes à continuer à penser qu'elles ne peuvent pas s'en sortir sans hommes. Mais heureusement, leur liberté financière et du coup leur liberté d'esprit, parce que qu'on le veuille ou non, le fait d'être libre financièrement nous permet de nous exprimer aussi. Eh bien, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes osent de plus en plus pour elles, mais surtout, comme tu le disais tout à l'heure, Lucille, pour leurs enfants aussi, parce qu'ils vont se retrouver, quand la justice le permet, je le précise, parce que parfois, malheureusement, la justice donne raison à des papas qui sont juste influents, qui ont plus d'argent que leur maman. Il faut être honnête là-dessus. Un papa qui gagne beaucoup mieux sa vie que la mère risque de gagner même un procès, peu importe les torts qu'il a. Ça, c'est vraiment dramatique. Encore en 2024, on en est là. Il y a ce rapport de puissance entre le papa qui gagne bien sa vie parce que il a laissé sa femme s'occuper des enfants pendant que lui avait le temps plein pour travailler, et la maman qui se retrouve toute seule, qui a des revenus faibles et qui se retrouve face à un monstre contre qui elle ne peut pas grand-chose parce que la justice va donner raison, malheureusement, à ce genre d'homme-là. Donc, c'est un combat de tous les jours pour certaines mamans. Ce n'est pas juste elles sortent d'un mariage et puis hop, la vie est belle. Pas du tout, malheureusement. Et c'est pour cela qu'il est important d'œuvrer dans tous les sens pour que les femmes puissent avoir plus de droits et surtout que les enfants aient plus de droits. Marca, je te laisse enchaîner. Merci beaucoup, Annie. Oui, donc c'est très intéressant hein, tout ce que vous avez dit. Je suis complètement d'accord. Et ce que je trouve c'est tellement bien, c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup de langues qui se sont déliées au fil des années parce que il y a beaucoup de femmes qui ont quand même souffert. Et comme le disait Annie, on a beaucoup de filles, beaucoup de jeunes femmes qui gardent justement ces séquelles-là. Et même les petits garçons aussi qui ont été élevés par ces femmes. Donc, ces petits garçons voilà, qui ont dû assister à certaines scènes et ça a influencé déjà leur vision de la femme, leur vision de la société, leur vision de la paternité. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, un mot dont Annie a parlé, c'est la contextualisation. Quand la contextualisation, on va y arriver, parce qu'on a tendance à très vite tomber dans les stéréotypes. Oh, voilà, les mamans solo, les mamans seules et tout ça. Mais c'est important de tenir compte de l'histoire de chaque personne parce que chaque personne a son vécu. Si on prend 10 mamans solo, ben, on aura chacune qui aura son vécu, même si voilà, le point commun, c'est le fait qu'elles vont peut-être élever leurs enfants seuls pendant un certain moment, mais chacune a son histoire et c'est très important, même si on parle de la société, et nous-mêmes nous représentons la société, justement, nous devons absolument tenir compte de cela et
arrêter de véhiculer toute la négativité autour, parce que c'est vrai que la famille, comme j'aime bien dire, l'idéal, c'est d'avoir un papa et une maman, mais attention, il faut avoir surtout des parents sains, parce que c'est pas parce que tu es élevé par une maman solo ou un papa solo que ça ne va pas du tout aller. Le plus important, c'est d'avoir des parents sains, si c'est un ou deux, mais qui puissent, voilà, qui puissent donner le meilleur aux enfants, qui puissent les élever dans des conditions qui sont convenables pour les aider justement à évoluer et à devenir, voilà, des adultes qui sont plus équilibrés. Parce qu'on a aussi beaucoup, hein, beaucoup d'enfants qui ont été élevés dans des familles dysfonctionnelles avec papa et maman, mais dans quel état émotionnel sont ces enfants-là? Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de traumas. Donc, on doit faire très attention dans la manière dont on a souvent tendance à s'exprimer parce qu'on entend beaucoup les des mamans solo. On entend dire beaucoup de choses. Oui, les mamans solo, ceci, les mamans solo, cela. Mais on ne doit pas oublier qu'avant tout, on est des êtres humains. On ne doit pas oublier la dimension humaine, c'est très, très important. Donc, comme Annie le disait, hein, avant de se mettre en couple et tout ça, ben, c'est d'abord un être humain. Après, bon, ce sont des aléas de la vie, hein, voilà, qui arrivent à un certain moment de la vie, mais bon, ça ne doit pas non plus devenir une fatalité, d'où vraiment l'importance de pouvoir trouver de l'aide pour pouvoir s'en sortir. Et bon, ici, comme on parle de maman, justement, continuer à se dire que, tiens, je suis une femme, j'ai vécu peut-être une séparation, mais le prendre plus comme une expérience, en fait, plutôt que comme une fatalité, pour pouvoir justement passer à autre chose et pouvoir élever ses enfants, parce que c'est sûr qu'on gagne beaucoup d'expérience quand on traverse voilà, ce genre de situation. Donc, on ne doit pas toujours voir le côté négatif en fait. Donc voilà ce que je voulais un peu rajouter. Et je pense que c'est des sujets qu'on doit aussi aborder au niveau de l'éducation des enfants aussi. Je pense que c'est très important d'aborder ce genre de sujet parce que on a enfin, les enfants qui ont deux parents, ben, ils côtoient aussi ceux qui ont peut-être un seul parent. Donc c'est important d'aborder cela parce que c'est jamais écrit sur le front d'une personne, hein que tu deviendras maman solo ou papa solo. Après, on ne le reste pas forcément toute sa vie. C'est juste à un certain moment hein, de sa vie que voilà, on peut se retrouver dans cette situation-là, mais c'est pas une maladie. Mais c'est important de l'aborder quand même dans l'éducation parce que très souvent, quand on n'en a pas parlé, enfin, on a un regard extérieur avec plein de préjugés, avec beaucoup, beaucoup d'idées reçues, alors que si on a déjà abordé ce thème-là, on pourra savoir comment se positionner, en fait, pour ne pas toujours rester dans le jugement, comme elle n'a pas pu gérer, hein, qu'on dit souvent. Elle n'a pas pu gérer son foyer, elle n'a pas pu protéger, elle n'a pas été assez forte, elle est faible. Bref, tout ce qu'on entend, hein, comme il dit. Donc, c'est important de l'aborder avec nos enfants aussi en fonction de l'âge, bien entendu. Et c'est ça qui nous permettra justement de pouvoir créer une meilleure société parce que c'est comme quand je regarde hein, tout ce débat autour du féminisme, les hommes, les femmes, je dis, mais en fait, les hommes, les femmes, en fait, c'est des enfants de quelqu'un, en fait. C'est des enfants qui ont été élevés dans certaines familles qui ont eu des mères aussi. Donc, on doit éviter de faire comme si, je sais pas, comme si on tombait du ciel, comme ça, et qu'on avait les hommes qui étaient là. Non, ils ont été élevés dans la famille. Et je pense qu'il y a un très grand travail à faire au niveau de l'éducation. Et c'est ça qui va nous aider à avoir une meilleure société. Donc, voilà ce que je voulais un peu soulever par rapport à ça. Merci beaucoup, Marca. Je vais laisser la parole à Elodie, mais j'avais quelques questions. Peut-être que ça permettra de faire avancer les choses aussi. La première, c'était est-ce que, comment dire, quel est le problème, et peut-être ce sera le sujet d'une autre émission, mais quel est le problème avec ces hommes-là, que ces femmes quittent?
quels sont leurs problèmes et quel est le problème pour les femmes qui restent avec ces hommes-là, quels sont les dysfonctionnements? Moi, je vois apparaître souvent certains dysfonctionnements dans le couple qui font que ça pourrait mener à une séparation. Ça ne mène pas forcément à une séparation, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, qui est pas très, très équilibré. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur l'équilibre aussi du couple à un moment donné? Parce que j'entends souvent, non, mais de toute façon, ça, si je lui demande, il sait pas faire. Si je lui demande, bah non, mais de toute façon, ça se fait pas comme ça. Et puis là, il a pas le temps. Puis là, du coup, je prends le temps pour ça. Mais du coup, enfin, voilà. Il y a une manière, je trouve aussi, qui fait que ça peut peut-être mener à une séparation, où la femme se met de côté au service d'un homme qui a été un garçon, qui donc était l'enfant de quelqu'un, effectivement, et qui est peut-être encore l'enfant de quelqu'un, mais qui a l'air de ne pas savoir, ou alors d'être un enfant. Et ça me pose la question entre le conditionnement que nous-mêmes, en tant que femmes, on peut avoir sur comment est-ce qu'on materne nos hommes, et comment est-ce que eux se laissent aussi materner et ne savent pas et compagnie. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'arriveraient pas à savoir, à part si dans le modèle éducatif, ça leur a été aussi implémenté d'une certaine manière. Donc, je voulais déjà vous laisser réfléchir là-dessus. Parce que voilà, moi, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même à questionner, qu'on voit beaucoup aussi, encore une fois, mais je vous le dis vraiment, étudier les films et les séries et tout ça, et comment c'est fait, et comment c'est disséminé petit à petit, et en fonction des générations, regardez X, Y, regardez celles d'avant aussi, et vous verrez que dans chaque film, il y a les avancées sociales qui sont marquées, mais il y a aussi des choses qui restent comme ça, bien, voilà, à la limite. Et l'autre question, c'était sur les tradwives. Vous voyez qu'on voit petit à petit apparaître les tradwives. Nous, vous voyez, on parlait de justement de cette société qui pousse du coup la maman à dire bah non, bah du coup tu n'as pas géré, tu n'y es pas arrivé et compagnie. Et de l'autre côté, on a aussi ce mouvement-là des tradwives, donc des femmes traditionnelles qui ne cherchent pas à se séparer, qui voilà, qui restent dans une forme plutôt, je dirais, années 30, quelque chose comme ça, années 30 jusqu'à 50, on va dire. Un peu, voilà, plutôt Brivante de Camp avant Desperate Housewives, vous voyez. Mais voilà, plutôt comme ça. Et qui, du coup, ont aussi un mouvement dont moi, j'ai vu l'émergence, je pense, il y a une dizaine d'années, et qui prend encore plus d'ampleur. Donc, pour que vous suiviez mon raisonnement, c'est justement, il y a aussi ce basculement social qui implique aussi que les femmes qui sont en train de se séparer, bah, du coup, sont peut-être un peu plus attaquées aussi parce qu'il y a, voilà, un mouvement de pensée. Et pour les enfants, bah, je pense que ceux qui vont mieux aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a plus de séparation. S'il y a plus de séparation, tu es moins visible par l'autre groupe puisque tu fais partie d'un groupe où il y a aussi finalement, bah oui, des séparations et compagnie, alors qu'avant, c'était quelque chose qui était effectivement assez rare, dont tu te retrouvais un petit peu comme le petit canard, voilà, qui pouvait que constater que bah il était seul et que les autres, les parents étaient encore en couple, vivaient encore ensemble et compagnie. Là, moi, maintenant, même moi, quand je faisais mes études, c'était un mariage sur deux là qui se terminait en divorce. Il n'y a plus autant d'enfants qui se retrouvent isolés dans la cour de récré parce que ces deux parents ne sont plus ensemble. C'est d'autres problématiques maintenant qui font qu'on va avoir peut-être le vilain petit canard dans la cour de récré, mais ce ne sont pas exactement les mêmes choses. Donc peut-être qu'ils vivent mieux aujourd'hui. Je rebondis sur ce que tu disais, Annie, peut-être qu'ils vivent mieux aujourd'hui parce que, ils sont plus nombreux. Voilà. C'était mes trois questions. Mais tant que je capte et tant que je peux, voilà, je dis. Donc, je t'en prie, Elodie, et je vous laisse réfléchir voilà, sur tout ça. Ouais, je voulais revenir sur le fait que de la loi qui veulent passer sur le devoir du père, le devoir de visite du père et tout ça. Euh, Ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que bah, parfois c'est un accord entre la mère et le père, l'absence du père. En disant, OK, par exemple, OK, t'es tombée enceinte, c'était pas prévu, moi j'en veux pas, mais je n'ai pas envie de t'obliger à avorter, donc ben je vais partir. Et la mère, elle est juste OK avec ça en fait.
elle prend aussi la décision d'élever l'enfant seule parce qu'elle n'a pas envie d'avorter, mais en même temps, elle ne peut pas imposer un enfant au papa et le papa ne peut pas imposer l'avortement à la maman. Et ça on l'oublie aussi, je trouve. Je trouve que c'est un sujet d'ailleurs qui est encore vachement tabou, alors que, enfin, voilà, il y a quand même une histoire aussi de consentement, même si c'est un consentement au sens large. En fait, le papa, il a peut-être juste pas envie, il est peut-être pas prêt, il a une multitude de raisons. Et la maman, par ses valeurs, par ses principes, par choix, elle a envie malgré tout de garder son enfant. Et voilà, je pense que c'est aussi important d'en parler et de, d'enlever ce tabou autour de ce sujet, en fait. Oui, une émission sur l'avortement, oui, je suis d'accord, ce serait pas mal. On discute aussi en commentaire, on se laisse des petites épingles. Et voilà, je me suis dit que peut-être une émission autour de l'avortement, et comme tu le dis aussi, des contrats passés dans le couple Mm. avant même que l'enfant paraisse, sur les unions libres ou pas aussi. Il y a ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Vous nous direz en commentaire hein, s'il y a vraiment des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à les mettre pour que du coup on puisse aussi alimenter la chaîne YouTube et puis voilà, pouvoir discourir autour de ça et échanger. C'est vraiment très intéressant. Puis ça reste aussi votre émission. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Annie, je te laisse ajouter. Alors, juste par rapport aux questions que tu te posais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que la notion de couple, elle est récente. Avant, il y avait la notion de mariage. Mariage, on s'en fiche complètement du couple, en fait. Hein. C'est juste unissez-vous. Voilà, ça s'arrête là. La notion de couple, elle est tout de même assez récente. Et je pense que c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des ruptures. C'est parce que on a encore du mal à définir notre propre vision du couple. Attention, parce que la vision du couple générale, sinon on va retomber dans les mêmes travers que pour le mariage. Hein. Donc il faut vraiment que chacun ait sa propre vision du couple. Seulement, généralement, lorsque tu te mets en couple pour la première fois, tu idéalises un peu, tu es un peu sur ta position de jeune femme ou de jeune homme, etc. Et petit à petit, plus la relation avance, plus tu te rends compte que ça ne te correspond pas. Alors, il y a des histoires quand même, il faut le préciser, il y a des séparations qui se passent très bien. Là, c'est très positif. Maintenant, il y a des relations de couple qui sont nuisibles, qui sont toxiques même, mais parce que on a été habitué. Très souvent, c'est des femmes qui ont été habituées à ce schéma-là, qui le reproduisent en fait, mais qui aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elles sont plus libres, vont oser faire ce que leur mère n'a jamais osé faire, à savoir quitter le papa. Donc, c'est vraiment toutes ces questions générationnelles-là qui font qu'on ne vit pas comme nos parents. Il y a du bon, il y a du moins bon. De toute façon, aucune génération ne fera 100% bien, mais il y a une évolution dans les mentalités d'un côté comme de l'autre. Alors, tu parlais comment ça s'appelle là? C'est quoi le terme? The Tried Wife. Voilà, les trade wives. Alors, tu vois, moi, je pense justement que c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à, à avoir leur propre vision du couple que chacun essaye de trouver un petit peu sa place. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Moi, ce qui compte, c'est le consentement de la femme. Après, si elle est heureuse en étant une trade wife, tant mieux, peu importe. Moi, je ne suis pas du tout du genre à dire vivez votre vie d'une certaine manière. Mais on est en totale reconstruction. Il faut être conscient de cela. Aujourd'hui, les hommes comme les femmes, on est en totale reconstruction. Il y a malheureusement des mouvements extrêmes d'un côté comme de l'autre, mais c'est plus que jamais le moment, en fait, d'être tolérants les uns envers les autres au lieu de se braquer. Parce qu'on a réussi à se défaire de certaines chaînes. Maintenant, il ne faut pas qu'on en crée de nouvelles. Parce que ces chaînes-là, on a vu les effets que ça a eu sur les générations précédentes et même sur la nôtre. Moi, je suis la génération des années 80. Même sur la nôtre, on voit qu'il y a encore des séquelles. Donc, essayons de faire au mieux. Certes, ça peut bousculer, ça peut être choquant pour les générations précédentes, ça peut ne pas être parfait pour nous comme pour nos enfants, mais au moins,
essayons de nouvelles choses, testons au mieux, faisons-nous confiance, surtout, ça c'est hyper important, faisons-nous confiance, ayons de l'estime pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les papas quand ils font l'effort de faire au mieux pour nous et puis pour les enfants également. C'est très important aujourd'hui de faire preuve de bienveillance et de tolérance envers soi-même, envers les enfants, envers le papa s'il veut rester dans la vie de l'enfant. Et là-dessus, je vais rebondir sur ce que disait Elodie. C'est vrai que moi, je suis totalement opposée à cette obligation de visite parce que, comme tu disais tout à l'heure, Lucie, les liens, ils ne se forcent pas. Et aucune loi ne pourra forcer un papa, ou peut-être même une maman, hein, c'est tout à fait possible aussi, à aimer son enfant et surtout à vouloir son bien. C'est impossible à forcer. Donc, je vais rebondir en parlant de l'histoire, par exemple, de Mireille Darc, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui a été acceptée entre guillemets, de force par son beau-père, qui l'a reconnu et ainsi de suite, mais qui, parce qu'il ne l'aimait pas, eh ben, il a eu des effets destructeurs sur sa santé et sur son mental. Donc, est-ce qu'on a envie de reproduire ce genre de schéma-là où on force les gens et au final, on détruit des vies? Je ne pense pas que ce soit constructif. Si on veut aller vers quelque chose de meilleur, il faut laisser aux parents leur libre arbitre. Certes, ce ne sera pas parfait, mais il vaut mieux imparfait que très mal fait. Totalement d'accord, en sachant que moi, ça me fait rebondir aussi sur le côté violence, société qui cultive aussi une forme de violence, que ce soit envers les enfants ou envers les femmes ou même envers les papas, parce que, Élodie, tu le disais à juste titre aussi, on ne parle pas du consentement des papas et je pense que c'est très important. Et vraiment, je sais qu'il y a de mon côté, il y a des papas qui seraient très intéressés pour venir dans This is Our Maternity pour discuter de ça. On ne leur pose pas forcément la question de s'ils ont envie ou pas non plus. Et ils se retrouvent des fois dans des micmacs euh, qui n'ont pas conscientisé ou qui n'avaient simplement pas envie, ou ils n'avaient pas envie d'aller, en fait, tout simplement. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de faire avec son propre ressenti. D'essayer, d'expérimenter. L'être humain est fait d'expérimentation. Il se construit par l'expérimentation. Il se construit par, entre guillemets, l'erreur. Mais ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expérimentations. Alors on me dira, oui, mais s'il y a des enfants, c'est quand même assez... Oui, mais on montre à nos enfants qu'on est capable d'expérimenter, qu'on est capable de se tromper et qu'on est capable de changer et de trouver éventuellement des solutions qui nous conviennent. Donc on leur donne les rênes pour pouvoir se dire, vous êtes capable de prendre aussi la responsabilité et l'autonomie dans votre vie pour pouvoir avancer. Et si ça vous arrive, vous avez les possibilités de le faire. Donc, finalement, je ne trouve pas que ce soit mauvais. Et je dirais aussi que je suis contre ce droit de visite obligatoire et qu'effectivement, il y a aussi des droits de visite qui sont obligatoires du côté des mamans et que certaines mamans, ben non. En fait, à un moment donné, ne sont pas forcément bonnes, entre guillemets, pour leurs enfants. Voilà. Et que des fois, ça peut être très compliqué. Alors là, on rentre dans des dossiers où là, voilà, c'est même des choses qu'on peut voir avec l'ASE, hein, mais il y a quand même aussi des difficultés dans les familles qui ne sont pas remplaçables et qui font que l'enfant peut être vraiment en danger avec l'un ou les deux parents. Donc, voilà, il est vraiment très intéressant quand même de faire attention là-dessus, de porter notre attention là-dessus. Après, maintenant, l'autre question, c'était, bah, finalement, voilà, une fois qu'on s'est séparés, quelles sont nos ressources pour pouvoir retrouver une personne? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux femmes, ou en tout cas indiquer? Est-ce que vous avez des astuces pour celles qui écoutent pour se sentir le plus à l'aise possible? Et peut-être que des fois, c'est un peu trop tôt. Moi, j'ai tendance à dire à certaines femmes que des fois, c'est un peu trop tôt parce qu'elles sont encore en période de deuil, on va dire, parce qu'une séparation, c'est un deuil. Donc, est-ce que des fois, ce n'est pas un peu trop tôt? Si ça ne l'est pas, quelles sont leurs possibilités pour pouvoir retrouver une relation amoureuse ou en tout cas une connivence avec quelqu'un sans se sentir en danger ou à devoir se méfier totalement, voilà. Comment est-ce qu'on peut se lâcher? Comment est-ce qu'on peut lâcher quand même un peu prise
dans une relation amoureuse? Je pose la question là, vous savez, je pose la question en amont, mais je laisse les petites mains jaunes de Zoom, voilà, aller les unes après les autres pour que du coup le débat puisse se suivre. Donc, il y avait Marca, et puis ensuite, je laisserai la parole à Elodie. Je vous laisse suivre après les filles, comme ça, je ne fais pas d'interruption entre vos deux discours. Oui, je voulais d'abord répondre à la question précédente, hein, où tu te demandais, enfin, c'est quoi le problème de ces hommes finalement. Et à chaque fois que je participe à des débats ou que j'entends des personnes parler, je veux toujours rappeler hein, à ces personnes que avant tout, quand vous êtes dans un couple, enfin, vous êtes d'abord des humains en fait. Donc quand vous vous mettez à deux, chacun a son histoire et c'est important de rester flexible et de ne pas hésiter à être conscientisé aussi, à, je sais pas, à se renseigner, à chercher des informations, essayer un peu de comprendre en fait finalement c'est quoi la notion du couple, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est juste voilà de la rigolade, une relation où on teste, ou est-ce qu'on veut s'engager, est-ce qu'on a vraiment envie d'évoluer ensemble, de créer quelque chose. Je pense que c'est des questions qu'on doit vraiment se poser sérieusement, surtout quand ça engage des enfants, parce que moi j'aime toujours dire que des enfants, enfin, c'est des êtres humains et que enfin, tout ce à quoi ils vont participer, toute la réalité qui sera présente dans les couples, surtout voilà, s'il y a des séparations ou si ça ne va pas, ça va carrément impacter leur vie une fois adultes, leur choix. Donc ça, on ne doit vraiment pas oublier. Donc, être en couple aussi, voilà, c'est au-delà d'être à deux, quoi. Donc, il y a toute cette génération qu'on porte hein, sur ses épaules et qu'on ne doit pas forcément oublier, même avant de pouvoir se quitter aussi. Et je pense que c'est important déjà de se connaître soi-même. Et moi, j'aime toujours parler aussi des blessures, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui ont des blessures. On a aussi beaucoup d'hommes, voilà, qui ont aussi des blessures. Eux aussi ils peuvent être dans la dépendance, tout comme les femmes. Donc, c'est important de tenir quand même compte de tout cet aspect psychologique aussi, voilà, et des différentes souffrances qu'on peut avoir endurées, parce que beaucoup d'hommes oublient aussi qu'ils ont des traumas. Ils ont eu des traumas. Ils doivent aussi gérer, ils doivent guérir ce qu'il faut. Donc, il y a beaucoup qui oublient ça parce que comme on est voilà, dans une société patriarcale, on fait toujours passer l'homme, celui qui est fort. Donc, parfois, on a ceux qui sont aussi en souffrance, mais ils sont obligés de se positionner comme quelqu'un de fort, alors que parfois, ils ont aussi besoin d'aide, en fait. Parfois, ils sont là, ils appellent aussi à l'aide, parfois, ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive, donc on ne doit pas négliger cet aspect-là. Et je pense que c'est important que chacun puisse aussi vraiment analyser son parcours de vie, dans quel type de famille il a grandi. Parce que c'est ça qui influence, hein. C'est ça qui nous influence tous au niveau des partenaires qu'on va choisir. Si on fait face hein, à des stéréotypes, est-ce qu'on va facilement adhérer et les partager à notre tour ou est-ce qu'on va s'opposer? Est-ce qu'on va essayer de trouver un équilibre? Parce que moi, j'en vois beaucoup, même si on regarde que ça soit dans les débats ou même sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, on va voir qu'il y a certains qui vont raconter des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Oh, les femmes, elles sont comme ceci, elles sont comme ça, alors qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Et le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur sa propre situation, même si on est censé, voilà, adopter cette posture de pas qui est fort, qui est protecteur, mais c'est important de se concentrer aussi sur sa propre vie, de prendre vraiment son parcours au sérieux. Et c'est ça qui permettra justement de trouver des réponses pour voir enfin, quels moyens on peut mettre en place pour pouvoir s'adapter hein, avec sa partenaire de vie. Sinon, voilà, on craque plus facilement et finalement, c'est peut-être on se dit que ben, c'est la séparation qui sera l'idéal. Parce que voilà, si on a beaucoup d'ignorance aussi, on n'arrive pas à s'en sortir, ben, parfois, ben, on se retrouve un peu obligé de se séparer, quoi, pour pouvoir survivre. Parce qu'il y a beaucoup de séparations qui sont en plus des moyens de survie aussi. Que ça soit
pour les hommes ou, euh, ou pour les femmes. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à la question précédente. Donc, pour les astuces hein, de maman solo que tu demandais, ben moi, ce que j'aime toujours dire, c'est pas beaucoup de blessures. Donc, c'est déjà commencer par guérir, hein, guérir ses blessures, s'assurer qu'on va bien, s'écouter, essayer de se faire du bien et déjà commencer par se considérer comme étant d'abord une femme avant d'avoir ce statut de maman solo. D'abord se dire en premier, je suis une femme, je suis un être humain, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me rend heureuse en fait. Si on enlève un peu le regard des autres, la pression de la société, mais revenir vraiment à son soi intérieur. Donc moi, je conseillerais ça et ne pas hésiter à chercher de l'aide aussi, que ce soit auprès des professionnels, des groupes de femmes qu'on peut intégrer aussi dans le cas où on se sent un peu seul, hein, si on vit une grande solitude, on peut intégrer pour les mamans, il y a des groupes de parents, je sais pas, des groupes d'activités, des groupes de lecture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut intégrer sans forcément bon dire, tiens, bonjour à tous, je suis maman solo. Non, bonjour à tous, je suis une femme. J'ai des besoins, voilà. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être entourée des personnes qui dégagent des ondes positives, des personnes qui vont me faire sentir bien, des personnes qui ne vont pas forcément me rappeler voilà mes challenges, me rappeler enfin tout ce qui est négatif, mais qui vont plutôt me porter, m'aider à me sentir forte, belle, intelligente. Donc c'est vraiment ça que je conseille. Donc voilà. Je voulais par rapport au questionnement que tu posais, Lucille, euh, moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que bien souvent, dans un couple, on oublie les besoins individuels de chacun. Et parce que, en fait, on est déjà nous-mêmes incapables de, de connaître nos besoins et de savoir si nos besoins sont nourris ou pas. Et ce qui fait que, du coup, bah, inconsciemment, on se met en compétition parce que nos besoins ne sont pas nourris, les besoins du papa ne sont pas nourris. Et voilà, et je pense que, enfin, je dirais pas que c'est la base du conflit, mais je pense que ça a un gros impact sur lorsqu'il y a un conflit à un moment donné, lorsque les besoins de chacun ne sont pas nourris, ben forcément ça devient compliqué en fait de retrouver un équilibre et du coup je pense que le plus important lorsqu'il y a conflit et lorsque bah, la relation commence un petit peu à prendre une autre tournure, je pense qu'il est important que chacun se pose, soit ensemble, si c'est facile pour eux d'échanger, ou alors tout simplement chacun de son côté, en essayant de se recentrer sur leurs besoins et savoir bah, réussir à les identifier et comment les nourrir, et pour pouvoir après échanger et retrouver cet équilibre de départ en fait. Et Alors là, tu j'aimerais disais aussi ça dans le cas d'un couple qui serait encore ensemble et qui serait peut-être en train de discuter, voilà, qui aurait besoin de discuter, on est bien d'accord. Oui, Ok. oui, avant justement qu'il y ait séparation, bah, avant qu'il y ait séparation, quoi, parce que souvent, il y a beaucoup de séparations qui se passent dans le conflit, mais si je me pose la question, si chacun s'était posé la question sur ses propres besoins et après qu'ensemble, ils avaient mis en commun leurs besoins et comment les nourrir, est-ce que le conflit serait toujours là? Parce qu'il y a des blessures et les blessures sont venues impacter du coup ces besoins qui n'ont pas été nourris. Ce que tu soulèves là est très important, c'est aussi dans cette notion de besoin, c'est le fait que le travail n'a pas été fait avant. Mm, exactement. exactement. C'est ce que je me disais Le aussi. travail n'a pas été fait avant parce que finalement, on le désapprend. On grandit, on arrive avec des besoins primaires, puis des besoins secondaires. Quand on arrive, quand on grandit, nos parents vont être là pour répondre à ces besoins.
ou en tout cas les responsables, les personnes qui sont responsables de nous et de notre survie puissent avancer. Et au fil des expériences, petit à petit, on s'aperçoit que les gens se détachent de leurs besoins, de leur écoute intérieure, du temps qu'ils vont passer avec eux-mêmes. Parce que c'est peut-être gaspiller du temps ou égoïste de passer du temps avec moi-même et de tourner autour de mon petit nombril, alors que du coup, je dois me concentrer sur l'autre et déployer de l'effort à l'extérieur. De tout ce qu'on peut lire en développement personnel, en psychologie et autre chose, on nous dit tous, reviens à l'intérieur. Même un moine te dira ça, reviens à l'intérieur avant d'aller contribuer à l'extérieur. On ne le répétera jamais assez. Et ce n'est pas fait. Donc, deux personnes qui se rencontrent comme ça. Effectivement, il y a la passion, le moment là où on arrive, on se rend compte, il y a un éclat, on arrive à se plaire, on se dit voilà qu'on a des acquaintances, on aime peut-être telle musique ou tel livre, tel auteur, on a peut-être le même humour et compagnie, et on se dit bah voilà, ça match, ça fonctionne, et puis bah, petit à petit, bah, les années passent, et on se dit tiens, est-ce qu'on construirait pas quelque chose ensemble? Des fois, on en discute un peu, mais en surface. On ne se pose pas la question de qu'est-ce que tu aurais envie, toi, si tu étais papa, si tu étais maman? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, toi? Et quand je serai enceinte ou que je ne serai pas enceinte, bah, tu vois, voilà comment je vois les choses. Voilà quel est mon vécu par rapport à mes parents. Il n'y a pas, en fait, cette recherche-là, cette historique-là, où on essaie de racoler un peu les morceaux et de se dire, voilà qui je suis. Mm. Voilà qui je suis en fait en réalité. Et voilà quels sont mes besoins face à ce couple, face à cette maternité, face à cette paternité. Et des choses qui doivent être en plus updatées, hein, qu'on doit remettre en question peut-être plusieurs fois dans l'année parce que ça nécessite des réajustements. On est sur du travail humain, une relation humaine et pas de robot à robot. Pas parce qu'on a établi une fois les choses que ça veut dire que ça va durer toute la vie. Parce que déjà, on n'avance pas tous au même rythme. Donc, il va falloir s'ajuster en fonction des changements de l'un et de l'autre, et puis du petit enfant qu'on aura fait grandir aussi, qui lui aura d'autres besoins, d'autres choses, va faire ressortir d'autres choses aussi chez nous, et qu'on va devoir réajuster. Et peut-être qu'on va découvrir des choses dont on n'avait pas parlé au départ, mais là, ça sera important de faire une petite mise à jour et dire, OK, voilà où on en est. Et voilà où est-ce qu'on a envie d'aller. Parce que moi, je pense qu'il faut aussi mettre l'intention de construction dans le couple Mm. lorsqu'il n'y a pas, je répète, de relations toxiques, de violence et compagnie. Parce qu'en cas de relation toxique, par exemple, d'un pervers narcissique, la seule chose à faire, c'est partir. En cas de violence conjugale, la seule chose à faire, c'est partir. Pour tous les autres schémas de couple, ça nécessite du coup un travail dans le couple, sur le couple, pour savoir ce qu'on a envie de faire. Et pas juste un travail pour le mariage, pour le contrat et compagnie, qui est institutionnel en fait. D'accord? Mais juste le couple en lui-même. Comment est-ce qu'on travaille dessus? Qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelle énergie on a envie aussi de mettre à l'intérieur? Nous-mêmes, pas pour l'enfant, mais pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un avec lequel c'est un compagnon de route et du coup c'est la personne, ben voilà, avec laquelle on va se nourrir mutuellement d'autres choses dans notre vie. Il y a d'autres cercles aussi qui vont nous nourrir, mais là c'est quand même un lien privilégié. Est-ce qu'on continue là-dedans sur ce chemin-là, tout en sachant que on est dans une phase difficile là tout de suite, mais bon, ok? Parce que le moment où il arrive la phase difficile, c'est le moment où il ne faut pas aller jeter sur l'autre, c'est le moment où il faut regarder à l'intérieur de soi. C'est le moment où il faut aller travailler sur soi. C'est le moment où il y a quelque chose qui te frustre, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça fait exactement? Quels sont les réels mots MAUX et MOTS qui ne sont pas dits? Ça, c'est très, très, très important. Et je pense encore plus pour l'enfant, parce qu'il aura, et je le répète, les enfants ne voient que nos actes. Vous pouvez parler, blablater et dire oui, ça se passe bien et compagnie. Les enfants voient les actes. Et donc, ils vous voient mentir. Mais même des fois, vous mentir à vous-même. Et c'est ce qui, des fois, nous énerve. Parce qu'ils piquent à des endroits, on s'y attend pas. Et en fait, ils mettent en lumière, ils ne piquent pas, ils ne viennent pas nous agresser, mais ils mettent en lumière des choses que nous-mêmes, on essayait de cacher. Donc, c'est quand même important. En tout cas, lorsqu'on est encore en couple, ça peut être intéressant de voir ça. Une autre question, juste, et puis après, voilà, je laisserai Annie Je me permets, passer. Lucille, Euh, Lucille, je voulais ouais, juste dis-moi. rajouter.
je voulais juste rajouter un petit truc sur le fait, tout à l'heure, tu parlais du modèle où la femme materne son conjoint. Et je pense que du coup, Oui. ça a un lien, en fait, Oui. du fait de penser d'abord aux besoins de son conjoint avant ses propres besoins. Ah, c'est parce que tu devances, parce que là, c'est pour moi, je pensais encore à une autre émission en me disant pourquoi est-ce que tu maternes? Et quelle est la manière d'éduquer les petites filles? Est-ce que, en tant que fille, en tant que femme, nous n'avons pas été éduquées d'une certaine manière qui implique qu'on ait forcément besoin d'aller prendre soin de l'autre, d'aller au-devant de ses besoins, de pouvoir y répondre quoi qu'il arrive et compagnie. Il y a de nombreuses études qui parlent de ça. Et donc, dans une manière d'éduquer qui ne soit pas forcément genrée, ou en tout cas socialement genrée, pour que du coup, il y ait cet impact-là et que les femmes ne on se retrouve avec des charges mentales qui ne devraient exister parce que simplement elles s'occupent de choses. Non, en fait, il est tout à fait capable. Hein. Il est tout à fait capable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et dans la position de l'homme, ben, c'est pareil. Tu es capable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que là, tu te sens dans cette impuissance, en fait, de ne pas pouvoir faire. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. Vous nous direz en commentaire si ça vous intéresse qu'on discute de ça. Mais je pense que voilà, la manière qu'on a d'éduquer les enfants, et je pense que là, il y a Marca, elle pourra aussi pas mal nous aider aussi là-dessus, que oui, dans la manière qu'on peut avoir d'éduquer nos enfants, bah, des fois, ça a un impact sur le très, très, très long terme et sur la société de manière générale. Parce que voilà, un petit grain de sel peut faire pivoter tout l'engrenage. Voilà. Donc, je pense que c'était important, effectivement. Bon, du coup, moi, j'ai oublié ce que j'avais envie de dire après, donc je laisse la parole à Annie. Et chacun son moment Dory. Alors, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut commencer à concilier donc nouvelle vie de maman, nouvelle vie de couple, pardon, et vie de maman? Déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est comme vous le disiez, c'est apprendre à se connaître, savoir quels sont les besoins, être de plus en plus à son écoute. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Ensuite, en termes de temps, pour moi, il n'y a pas de temps. Chacune a son rythme, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a certaines séparations qui sont déjà effectives pendant qu'on vit encore ensemble aussi. Hein. Donc, il y a différents schémas. Chaque femme a un schéma précis. Chacune doit faire les choses à son rythme, mais vraiment, ce qui est important, je commence à me connaître, je suis à mon écoute. Ça, c'est très, très important. Deuxième point, apprendre aussi à connaître son enfant. Parce que parfois, quand on est dans une situation de couple qui est compliquée, eh bien, on pense connaître son enfant, mais au final, on se rend compte qu'on n'a pas pris le temps de savoir réellement ce qu'il aime. Et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qui nous ont échappé. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième point. Ensuite, accepter la reconstruction. Ça, c'est très important parce qu'on veut toujours aller vite en besogne. On veut se dire, ah ben, je suis séparée, ça y est, tout va bien. Ah ben non. Il y a des maux, il y a peut-être même des traumas, il y a des blessures peut-être même qui ont été créées pendant la relation précédente. Donc, accepter le processus de guérison, c'est hyper important. Il ne faut pas négliger cette partie-là parce que inévitablement, on va reproduire la même chose que dans la relation précédente si on ne prend pas ce temps-là. Et surtout, définir également ce qu'on ne veut plus vivre et ce qu'on ne veut plus soi-même reproduire. Parce qu'on se focalise toujours sur les autres. Alors l'autre, je veux plus qu'il soit comme ça, je veux plus qu'il soit comme ça, je veux plus que, je veux plus que, je veux plus qu'au. Mais toi, qu'est-ce que tu ne veux plus faire aussi? Parce que tout ne sera pas sur les épaules de l'autre. Ça, c'est, il faut être consciente de cela. Donc, ça demande vraiment d'avoir une propre réflexion sur soi-même et sur sa propre vision du couple. Parce que, encore une fois, on veut trop souvent donner à dire, ah ben, le couple, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'une personne à une autre, ça varie totalement. Et c'est pas parce que pour ta mère, c'était une certaine vision que toi, tu vas vouloir la même. Ta mère et toi, par exemple, vous n'avez absolument pas la même personnalité. Eh bien, vous n'aurez pas le même vécu. Donc, être focalisé sur soi, bien sûr, cela n'empêche pas de s'occuper de l'enfant, au contraire. Mais si on veut pouvoir lui apporter quelque chose de constructif par la suite, il faut déjà
entamer son propre processus de guérison pour, comme tu le disais, Lucille, lui montrer l'exemple et puis que lui aussi, en grandissant, il ait envie de développer quelque chose de plus sain. Voilà, c'est les éléments que je voulais apporter. Merci beaucoup. Et moi, ça me fait penser aux notions de valeur aussi. Quelles valeurs, quelles sont nos propres valeurs et pas celles de nos parents, pas celles de la société, mais nos propres valeurs. Qu'est-ce que nous, on a envie déjà de se donner? De quoi on a envie de se nourrir en fait? Quelles sont, moi j'en donne, à chaque fois je dis, prenez trois valeurs, les trois principales. Il y en a, on en a souvent plein qui arrivent comme ça, mais on fait comme si c'était un entonnoir. D'accord? Tu prends toutes les choses que tu as envie de, voilà, d'être, que tu penses être, que tu aurais envie d'être et compagnie, tu le mets dans cet entonnoir-là et il faut qu'il en sorte que trois. Dans ces trois valeurs-là, il y a le couple, il y a le travail, il y a les enfants, il y a tout ça, voilà. Et tu sors de ces trois mots, bah voilà, les phrases, les différentes idées que tu pourrais avoir et sur lesquelles tu aurais à travailler aussi. Je rejoins Annie là-dessus. Ça demande un travail. Voilà. Nous sommes des êtres sociaux, mais des animaux, certes, mais à un moment donné, il y a quelque chose que on doit faire de manière supplémentaire, c'est-à-dire travailler sur nous. Et c'est quelque chose qu'on fait au jour le jour et jusqu'à la fin de notre vie. Et je l'espère grandement pour vous. Voilà. Donc, ça nécessite quand même aussi cet effort-là après. Ça ne veut pas dire que vous avez tout fait mal ou quoi que ce soit, mais dans votre reconstruction, il est important vraiment, vraiment de pointer ces différents éléments pour que vous puissiez bah voilà, vous sentir à l'aise aussi. La prochaine question aussi, j'en avais une dernière, après j'arrête. C'est est-ce que lors du premier rendez-vous, on doit parler de nos enfants? Ça sera peut-être le sujet d'une autre émission, mais est-ce qu'on doit parler de nos enfants? On est avec quelqu'un de nouveau dans notre vie, on vient juste de le rencontrer. Je ne parle pas d'un Tinder, les filles. On s'est bien d'accord. Je ne parle pas de... hein. Bon, je parle simplement de quelqu'un avec qui bah, vous êtes bien entendu, ça commence à passer. Est-ce que vous parlez de vos enfants tout de suite ou pas? Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Marca et je vous laisse le temps de réfléchir à ça. Puis après, ben, on va conclure l'émission, mais on pourrait en faire 5 ou 6 émissions là-dessus, hein. Dites-nous en commentaire s'il faut qu'on en fasse d'autres. Vas-y, Marca. Je vais commencer par ta toute dernière question. Moi, je pense que, enfin, il n'y a pas forcément une manière idéale. À un moment, il faut le dire. Je pense qu'il faut le sentir. Il faut le faire au feeling, en fait. Je pense qu'il y a des personnes avec qui, voilà, on peut l'aborder facilement. Mais si tu ne le sens pas, ben, ne le fais pas. C'est juste qu'il faut pas se sentir obligé, comme si tu as c'était un secret d'État que tu gardais. Oui, il faut absolument que je le dise ou voilà, je dois le cacher. Non, il faut le sentir, te faire confiance. Si tu sens que voilà, tu peux aborder le sujet, la personne est réceptive et que tu n'as pas de souci avec ça, fais-le. Si tu sens que tu ne dois pas le faire, ne le fais pas. Mais après, faut pas culpabiliser. Tu vois, ah, j'aurais dû, quand même. Ben non, faut juste le sentir, te faire confiance parce que tu as suffisamment d'expérience en fait pour savoir et écouter ta petite voix intérieure. Donc voilà pour la dernière question. Et un autre point que je voulais aussi aborder tout à l'heure, on avait beaucoup parlé des besoins, mais je voulais aussi parler des attentes en fait, des attentes qu'on a tendance à avoir par rapport à l'autre. Parce que très souvent, parfois quand on se regarde, on peut être dans une dimension où on va peut-être culpabiliser ça, de se dire, oh, je ne sais pas assez bien, je ne sais pas bien les choses. Ou parfois on se dit, ah, mais moi, je gère, je suis trop bien, mais l'autre ne fait pas assez bien, l'autre ne répond pas suffisamment à mes attentes. Et c'est très important aussi de se demander, enfin, les attentes que j'ai par rapport à l'autre personne. Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est logique en fait? Est-ce que c'est des vraies attentes ou est-ce que ce sont des attentes qui sont remplies d'illusions? D'où l'importance de faire justement ce travail, de vraiment apprendre à se connaître, de connaître aussi le parcours de l'autre personne, parce qu'il y a des choses que tu vas attendre parce que la personne, elle n'y pense pas, quoi. Ah, l'homme doit te donner ça, ou bien la femme elle doit te donner ceci, alors que elle, enfin, dans sa conception des choses, ben non. Mais vu que vous n'en parlez pas, ben ça va justement créer des blessures, des idées reçues, ça va créer tout un monde là dans la tête.
créé beaucoup de problèmes, des interprétations, alors qu'il suffisait juste d'en parler. Et justement, quand on éduque les petites filles, voilà, on leur parle beaucoup d'adultes. Voilà, tu auras ça, tu vas voir, une fois que tu seras marié, tu seras avec quelqu'un, tu auras ça. Et aux garçons aussi, on leur dit, voilà, être avec une bonne femme, voilà ce qu'elle doit faire. En fait, non, chacun doit pouvoir s'adapter à son partenaire. Et j'aime beaucoup insister sur ce travail qu'il faut absolument faire. Comme on l'a souligné, c'est vrai que c'est un travail qui est parfois fatigant. Parfois, c'est plus facile de ne pas le faire, mais ça déresponsabilise aussi et du coup, c'est plus facile de rejeter la responsabilité sur l'autre personne. C'est plus court, c'est beaucoup plus simple plutôt que de faire son propre travail sur soi. Et il y a une dame qui parle beaucoup comment elle le dit? Euh, c'est quel mot qu'elle utilise? J'ai oublié, j'ai oublié le mot. Bon, quand ça va me revenir, je vous le dirai, hein. Donc, elle disait que parfois, on apprend aux petites filles, voilà, à trop donner, à s'oublier, en fait, à s'oublier soi-même, à chaque fois. Mais finalement, c'est pas bon. Quand tu t'oublies tout le temps, tu donnes tout le temps, tu donnes aux autres, tu donnes aux autres. Et parfois, ben, ça va créer de la frustration chez toi parce que si tu ne le fais pas de gaieté du cœur, mais tu le fais parce qu'on te l'a dit. Oui, elle parle de la servitude apprise. La, oui, elle parle de la servitude apprise. Donc, on t'apprend, on t'éduque à être dans la servitude, sauf que c'est présenté comme quelque chose de bien, alors que c'est quelque chose qui se détruit, en fait, qui va se détruire durant tout le processus de ta vie. Si on regarde au fil des années, mais ça te détruit, en fait, ça te détruit. Tu vas devenir une maman frustrée, une épouse frustrée, une femme frustrée. Sauf que toi, tu ne le réalises même pas, en fait. Tu vas devenir ta mère, tu vas commencer à avoir, adopter certaines réactions envers les autres personnes, alors que on doit juste apprendre à être authentique, à se connaître en soi-même, voilà, accepter ses qualités, ses défauts et faire avec. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Eh bien, merci beaucoup, Marca. Je pense que tu as finalement très bien résumé tout notre cheminement tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie d'ajouter d'autres choses, que ce soit peut-être Annie, Elodie ou les autres personnes qui nous écoutent? Voilà. Tout simplement, soyez à votre écoute, respectez votre rythme de guérison, respectez vos besoins, vos désirs aussi, il faut en parler. Respectez tout ce qui vous anime, tout ce qui fait partie de vous. C'est hyper important. Et vous verrez que de toute façon, vos enfants, tôt ou tard, ils vous en remercieront parce que vous leur aurez montré la voie du développement personnel. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Elodie, tu as envie d'ajouter quelque chose? Bah, je crois que tout a été dit. Écoute, alors voilà, Ah je oui, pense moi, je veux on va rajouter, conclure. je veux rajouter Ah, encore Marca, quelque chose que j'ai vas-y, oublié. vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, voilà, très souvent, quand on traverse des situations difficiles, même si on a beaucoup de monde autour de nous, il y a tout le monde qui veut que tu puisses aller bien. Donc, tout le monde veut que tu sois fort. Parce qu'il y a des moments où tu ne peux pas être fort. Il y a des moments où tu as besoin d'être aussi au plus bas et c'est important de le respecter. Même nous, quand on est face à une dame qui traverse ce genre de situation, on n'est pas toujours obligé de dire, allez, sois fort, sois fort. Il faut la laisser aussi, on peut donner des conseils et tout ça, mais la laisser si elle doit traverser son deuil, lui laisser un peu faire son deuil, mais vraiment lui laisser guérir à son rythme. En fait. Pas toujours dire, allez, ça va aller, relève-toi. Même en tant que maman, parfois, même en tant que maman, c'est normal aussi, voilà, d'aller mal, d'être plus bas. C'est pas grave, mais vraiment prendre son temps. C'est ça que je voulais rajouter. Parce que parfois, c'est frustrant quand t'es pas bien, tout le monde te demande de sport, alors que voilà, t'as envie de faire ton deuil, t'as envie de pleurer, t'as envie de se sentir aussi mal, c'est important de se sentir aussi mal. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Maintenant, j'ai fini. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, c'est chouette, merci beaucoup. Moi, je vais finir avec un exemple un peu trivial aussi, mais qui, je pense, ajoutera aussi un exemple à ce que tu viens
de dire, Marca, quand il y a quelqu'un qui vient de se casser une jambe, tu lui redis pas marche. Vas-y, marche, c'est bon, marche comme d'habitude. Non, tu as besoin de béquilles, tout simplement. Donc, ce temps-là, tu vas utiliser tes béquilles, tu vas prendre le temps, voilà, de réapprendre à marcher, peut-être différemment par la suite, mais à prendre ton temps pour faire les choses. Et je pense qu'on ne nous laisse pas assez de temps pour créer du lien, pas assez de temps pour se reconstruire, pour comprendre ses besoins, et que les attentes naissent des frustrations, que les comportements euh, plus ou moins à risque arrivent aussi à cause de ça, que les émotions qui sont extrêmement fortes et qui sont refoulées amènent à des comportements qui sont délétères pour soi, pour les autres et a fortiori pour ses enfants, et que c'est quelque chose auquel il faut prêter vraiment attention. Donc, je pense que si vous êtes dans une phase qui nécessite d'être dans la reconstruction, prenez cette phase, prenez ce temps-là. C'est pas évident et sûrement que vous allez beaucoup pleurer. Bon, eh ben, des boules vanille, du chocolat, de la chantilly, des bonnes copines. Et pour les bonnes copines, si elle ne va pas bien à ce moment-là, apportez les boules de glace, la chantilly et un super film et ce genre de choses, plutôt que de dire allez, ça va aller. Non, peut-être des fois ça nécessite de ne rien dire. Moi, j'ai tendance à dire aussi le silence fait partie de la musique, mais ça fait aussi partie d'une communication saine avec les autres. Donc, boule de chocolat, vanille, fraise, bref, ce que vous voulez, ce que vous voulez. This is your maternity. Vous arrivez avec ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de prononcer des mots. Des fois, on se demande qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui est en deuil, à quelqu'un qui n'est pas bien, à quelqu'un qui est au fond du trou. Des fois, rien. Des fois, rien. Voilà. Peut-être attendre que la personne prononce elle-même ses propres mots de qu'est-ce qu'elle ressent. Et là, après, commencer la conversation et dire, OK, ben j'entends. Et comment est-ce que tu ferais? Et qu'est-ce que tu attends? Et qu'est-ce que tu aimerais? Et là, vous répondez à une attente qui est juste, parce que c'est une attente qui est positionnée, parce que réellement, la personne vous demande. Ce n'est pas un conseil non sollicité. Donc, pour le moment, arrivez juste avec les crèmes glacées, la chantilly et un super bon film. Brad Pitt ou pas, moi je conseille comme ça. Mais en tout cas, voilà. Arrivez avec quelque chose qui est de l'ordre du doudou, du câlin, du lien, parce que c'est la seule chose qui compte, le lien social. C'est pas les paroles, c'est ce qu'on fait. Voilà, moi j'avais envie de terminer par ça. Élodie, tu avais envie d'ajouter? Oui, le silence lui permettra aussi de s'écouter et au final, c'est là où elle trouvera la meilleure réponse. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Bon, je pense qu'on pourrait faire des heures et des heures autour de cette émission. N'hésitez pas, on est en train même de réfléchir à un talk en vrai. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous aimeriez discuter avec nous de manière déjà plus directe, sans les ondes qui font tout et n'importe quoi et qui font que la communication peut être compliquée, mais aussi pour véritablement discuter avec nous, échanger avec nous dans un talk en vrai. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire, ce serait vraiment très intéressant. Nous, en tout cas, on a envie d'aller à votre rencontre, de communiquer un peu plus encore avec vous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi et qui ont participé à l'enregistrement de l'émission de ce soir. Merci à toutes celles qui écouteront en replay. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur YouTube ce que vous en avez pensé, en story, envoyez-nous des MP. On est super ouverte à la discussion, vous le voyez. Donc voilà, This is our maternity, l'émission numéro 6. On arrêtera bientôt, hein, après c'est les vacances. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer au prochain enregistrement, à nous contacter, à cliquer sur le lien en bio et à venir dire ce que vous avez à dire. Ce sera toujours fait sans jugement, avec toute la bienveillance et avec authenticité, c'est-à-dire tel qu'on est. Voilà, même en tant que coach, accompagnant, maman et compagnie, c'est tel que nous sommes. Voilà. Merci beaucoup et belle soirée. Belle soirée à toutes. Pareil. Bonne soirée.